Garde à vous! Levez des couleurs! Lecture d'un texte par les enfants du Conseil municipal des enfants. Lettre écrite par des enfants de CM2 en 2014. Vivre en paix, c'est vivre dans un monde sans guerre, sans dictature, en respectant les droits de l'homme et le droit des enfants. Un monde sans problème nutritionnel, avec un travail pour tous et où tous les enfants seraient scolarisés. Vivre en paix, c'est vivre dans un monde sans violence où tout le monde s'entend bien. Un pays de liberté, de fraternité, d'égalité. Vivre en paix, c'est vivre dans une famille qui nous aime, qui nous respecte, qui nous protège. Nous avons de la chance d'avoir une famille. Vivre en paix, c'est vivre dans une école qui nous permet d'être tous égaux, de s'exprimer en toute liberté, de nous faire des amis au point d'en être fraternel. L'école est aussi un endroit de paix. Aujourd'hui, nous enfants de France, nous vivons au paix. Nous le devons à Jean Moulin, au général de Gaulle, à Winston Churchill, aux Alliés, aux résistants, à l'ONU et aussi à l'Europe. Il y a 70 ans, en 1944, notre pays n'était pas en paix. Le 6 juillet 44, juin le 44, le jour J, les Alliés débarquant en notre Normandie pour liberté la France. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, c'est seulement la fin du commencement, avait dit Churchill. Beaucoup ont donné leur vie pour la paix. Sur son sacrifice, pour ce sont des héros. Vivre en paix, au fond de moi, c'est vivre dans un monde qui respecte les lois, où les hommes sont frères et respectent. Et moi, que puis-je faire pour la paix? Me souvenir, aller au monument aux morts, ne pas oublier ceux qui nous ont permis d'être libres. Lecture de la lettre de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, par Monsieur Henri Catalifo. « 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin, même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent.
Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par la force française libre, qui jamais ne cessa la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Je vous remercie. Discours du maire, M. Stéphane Baudet. Chères associations, UNC, la FNACA, nos chers porte-drapeau qui était, ainsi que le conseil municipal des enfants déjà avec nous il y a quelques minutes pour un hommage à Courcouronnes Centre. Mesdames et messieurs, trop peu nombreux évidemment à cause de la crise sanitaire présents à nos côtés ce matin, mais vous toutes et tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et pouvez ainsi exercer tous ensemble ce devoir de mémoire à distance. Quel mois, parmi les 12 qui composent et rythment notre quotidien, est le plus favorable à l'amour? Quel mois dont les fleurs portent l'espérance des plus beaux fruits? Quel mois termine ceux des frimas et des longs hivers? Le choix est simple et tient en 3 lettres, le mois de mai. Et c'est d'amour, en ce 8 mai, dont je viens vous parler. Amour de la patrie, amour de l'autre. De ces fruits précieux
que sont la liberté et le retour à la démocratie. De la fin de ce long, trop long hiver, qui vit l'industrialisation de la mise à mort, la rationalisation de l'extermination, la glorification et l'instrumentalisation des théories racistes, où mûrit un conflit d'idéologie au sein duquel toute humanité fut niée, détruite, avilie, au profit d'un ordre noir. Oui, mes chers amis, le mois de mai est bien le mois de l'amour, le mois de la victoire et le mois de l'Europe. Depuis Berlin, le 9 mai, le général de Lattre, dans son ordre du jour numéro 9, invite l'ensemble des soldats de la première armée française, je le cite, fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte, avec leurs camarades alliés, à célébrer cette victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Mais l'arbre de mai ne doit pas cacher la forêt, celle d'un pays dévasté, économiquement essoufflé et pillé, où les fractures politiques sont autant de fractures morales, familiales, personnelles, où des millions de prisonniers, victimes de l'occupant, doivent réapprendre la vie dans un monde bouleversé et totalement transformé par rapport à celui qu'ils avaient quitté. Une nouvelle économie se dessine, mais il n'existe pas de plan Marshall pour les blessures à l'âme, pour les familles dispersées, pour les tortures physiques comme morales. L'urgence sera donc à la reconstruction, à la projection vers un avenir que l'on souhaite débarrasser des scories d'un ancien monde, vers un modèle libérateur qui prenne en compte les nouvelles aspirations à vivre. Il s'incarnera dans le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Cette démarche transpartisane est, par excellence, la preuve que le monde et les esprits ont changé, qu'autour de la table, chacun a écouté l'autre, dans le respect de ses convictions et de ses propositions, et que le débat, fécond, ouvre cette porte de mai vers des jours libérés des contraintes du quotidien. Tout cela n'a été rendu possible que par la mobilisation des esprits et des femmes et des hommes qui ont placé l'amour de leur pays, le respect des institutions, au-dessus de toutes les contingences et ont fait front tant aux douleurs de l'occupation qu'à la honte de la collaboration. Tout cela n'a été rendu possible que par l'unité d'une résistance patiemment structurée autour d'un homme, Charles de Gaulle, lequel, dès le 18 juin 1940, a tracé la voie de la reconquête dans l'honneur et la sueur. Tout cela n'a été rendu possible que par l'ardeur au combat et le sacrifice des troupes qui, de Bir Hakeim à Berchtesgaden, ont modelé l'épée de la victoire, traversant l'Europe d'ouest en est, du nord au sud, pour libérer un pays enchaîné, lui redonner une souveraineté nouvelle, ainsi qu'une place au sein des puissances alliées. Le temps ne doit en aucune manière effacer notre obligation de mémoire et de commémoration. L'oubli ne peut devenir l'ultime arme au service de la révision de l'histoire et de la négation des combats pour la dignité humaine. Vous connaissez ma passion pour l'histoire avec un grand H, cet ancrage, ce ciment si nécessaire. Le temps, ce doit être nos repères dans le long déroulement de la pensée humaine et un allié dans la construction d'un devenir commun et harmonieux. C'est dans cet esprit que tout juste, après cette date du 8 mai, le 9 mai est devenu, en rappel de la formidable déclaration de Robert Schuman, la journée de l'Europe, symbole de paix, de volonté d'avenir partagé, de libre circulation des idées, des hommes et des marchandises. L'Europe est apparue comme un pansement aux douleurs anciennes, un médicament contre toutes les tentations que reviennent les maux d'antan, d'antagonisme, de conflit, de chaos. Le 8 mai 1945, contre tous, c'était évoqué dans le message tout à l'heure, Jean de Lattre de Tassigny impose la France au rang des signataires de la capitulation de l'Allemagne nazie. Il impose de fait à cette victoire les sacrifices de milliers d'hommes, de femmes, qui n'auront pas connu la joie de cette reddition. Prisonniers, déportés, massacrés, sacrifiés des maquis. La liste est longue, bien trop longue,
de ces héros anonymes, victimes militaires et civiles, coupables d'être nés, coupables d'être différents, coupables de refuser de vivre à genoux. Il ne s'agit en aucune manière d'une revanche, mais bien de la clôture d'un combat entamé 6 ans plus tôt, où la surprise et le non-respect des traités avaient pris le pas sur la paix, où l'esprit de conquête était venu se heurter aux tentatives désespérées de maintien d'une paix qui s'effilochait de jour en jour jusqu'à devenir le second conflit mondial. Réapprendre à vivre, conserver les souvenirs tout en tentant de gommer la douleur, réunifier un pays écartelé, fracturé dans l'ensemble des classes sociales, proposer un nouveau départ avec une nouvelle République, tout cela s'inscrit dès lors dans l'immédiat de la France. L'heure ne doit plus être à la discorde, mais bien à l'union. L'heure ne doit plus être à la plainte, mais bien à la reconstruction. Renaissance et résurrection se conjuguent en ce 8 mai 1945, qui procure à chacune et chacun cet air pur, qui leur avait été confisqué si longues années, ce besoin de vivre, cet appétit d'avenir, dès lors que les derniers affres du totalitarisme se consumaient. Oui, mes chers amis, cette journée, cette belle journée du 8 mai 1945, est bien la porte qui s'ouvre vers un nouveau monde et relègue vers le passé les crimes et les horreurs d'un régime totalitaire. Ce besoin de liberté est aussi entendu par celles et ceux qui composent cette France victorieuse. Dès le 30 janvier 1944, le général de Gaulle, président du Comité français de libération nationale, dans son discours de Brazzaville, proclame que pour l'Empire, la voie de l'émancipation est ouverte et qu'il ne faut pas tarder, conscient qu'un combat pour la liberté doit apporter plus de liberté à ceux qui l'ont mené. C'est bien un vent nouveau, ce sont bien des idées nouvelles, c'est bien un homme nouveau que célèbre ce 8 mai. Ces nouvelles relations entre les hommes, dans le travail, dans la santé, dans l'accession au droit de vote, doivent permettre tant de lutter contre le fatalisme que modeler une nouvelle société. La reprise en main de l'administration, la fin des cooptations, un nouveau regard sur l'éducation et l'enseignement sont autant de gestes forts qui marquent une volonté de se séparer des modèles anciens, devenus au mieux obsolètes, au pire générateurs d'injustice sociale. Les témoins vieillissent et disparaissent, laissant au seul souvenir la trace de leur dévouement. Nombreux sont ceux qui témoignent, nombreux sont ceux qui couchent sur le papier ou sur l'image, la mémoire et des combats et des victoires. Nombreux ceux qui retracent la douleur, l'humiliation, la faim et les coups sous les pyjamas rayés de la déportation. Écoutons-les tous en ce jour. Entendons leurs paroles par-delà les âges. Prenons-les par la main. Ils sont l'indispensable et unique maillon de la chaîne qui nous relie à notre histoire et donne un sens à notre présence ici, aujourd'hui. Du soldat victorieux, du maquisard esseulé, du déporté déshumanisé, du disparu dans la nuit et le brouillard, du prisonnier torturé, la bouche de douleur et d'espérance dit l'amour de la France et la foi en un avenir meilleur. De ces êtres d'ombre qui vont conduire à la lumière de la victoire, retenons la puissance de l'engagement, la liberté de choisir sa mort plutôt que de vivre à genoux, la volonté d'être un levain de résistance, par leur sacrifice, ouvrir la voie à la liberté de tous. Sommes-nous dignes au quotidien de cette voie tracée dans le sang, dans la douleur et la résignation? Sommes-nous dignes au quotidien de cette irréfragable volonté de résistance à toute forme d'oppression? Sommes-nous dignes au quotidien de porter et leur voix et la trace de leurs exploits? Terrassés plus par des erreurs de gouvernance que par le courage, en 1940, les armées de la France refondées, modernisées, se présentent sur tous les fronts. Il en va de même pour la résistance intérieure, dont les Alliés reconnaîtront l'équivalence et la valeur de 15 divisions. Elles couvriront leurs drapeaux et étendards d'une gloire nouvelle, celle de la résurrection au combat. Elles porteront les marques de la liberté retrouvée, de l'honneur restitué, d'un pays
reconquis. Mes chers amis, s'il est une leçon par-dessus toute qu'il convient de retenir de cette multitude de voix dans leur diversité, c'est celle de l'unité. Un pays uni, rassemblé autour de son corpus de valeurs, est inattaquable. Un pays uni pour un avenir commun est inébranlable. Un pays uni est un bastion contre tous les errements et aventures populistes. Une France reconstituée, une France libérée de suppôts de l'occupant, une France rétablie dans sa puissance. Tel apparaît ainsi notre pays en ce 8 mai 1945. Pour autant, c'est bon de le rappeler, la guerre n'était pas terminée. La tentacule asiatique de la pieuvre totalitaire s'agitait encore en Asie. L'allié japonais de l'Allemagne, qui venait de capituler, lançait ses troupes par surprise et par traîtrise sur la colonie indo-chinoise, massacrant 4000 soldats français, faisant 2200 victimes civiles. Il convient, mes chers amis, qu'en ce jour, nous les associons à ce juste hommage et que nous nous souvenions de l'héroïque résistance des garnisons françaises face à la déferlante du fascisme jaune. Philippe Leclerc de Haute-Cloque recevra la reddition de l'Empire japonais le 2 septembre 1945 au nom de la France. Mai 1945 résonne donc dans l'imaginaire de notre pays comme le mois du redémarrage, de la relance d'un moteur laissé entre les mains de sinistres bricoleurs qui ne pouvaient que l'emmener à sa destruction. Cette force que ces femmes et ces hommes sont allés chercher au plus profond de l'amour de leur pays, il convient que nous en soyons les gardiens scrupuleux, ne faisant aucune concession à la facilité ou à l'air du temps, que leurs actes et leurs paroles ne soient en rien travestis au service d'idéologies de passage et de circonstances. Rien n'égale, en horreur, la volonté mise en œuvre d'extermination de la population. Rien n'égale, non plus, en horreur, le travail forcé jusqu'à la mort, au profit d'une industrie de guerre vouée à la seule destruction. Sur nos épaules aujourd'hui pèsent les poids conjugués et de l'histoire et de l'obligation morale de témoigner, de porter par-delà les années qui passent l'esprit et l'espoir de cette magnifique journée. Sur nos épaules aujourd'hui, le devoir de mémoire s'impose en clarté, en connivence et en respect. Je veux, en notre nom à tous, témoigner de la force de ce lien. Je veux y associer la mémoire du maire fondateur de notre ville nouvelle, Michel Baucher, résistant, puis déporté. Agnès de la Barre de Nanteuil, morte d'avoir cru en la résurrection de la patrie. Prononcer le nom des morts, c'est les ressusciter, dit le proverbe. Ainsi doit-il en être en ce 8 mai, de l'ensemble de celles et ceux qui, sur l'ensemble du territoire de notre pays, se sont mis résolument en danger pour que vive la France, avec, comme seule récompense pour la quasi-totalité, le sacrifice suprême. Rien ne peut empêcher qu'un hommage juste soit rendu au-delà des noms gravés sur les monuments. Rien ne peut empêcher que leur exemple soit cité sans relâche comme marque de la direction de l'honneur. À la guerre mondiale, s'est substitué l'Europe de la paix, facteur de stabilité et de développement, là où populisme et récession avaient engendré l'hydre totalitaire qui allait enflammer le monde de ses destructions et de ses abominations génocidaires. Je souhaite que l'exemple de ces femmes et de ces hommes perdure dans nos mémoires, que cette date soit le phare de ralliement de chaque être soucieux et désireux de justice et d'amour de son prochain. Les fantômes du passé, en ces temps troubles que nous traversons aujourd'hui, ne sont jamais bien loin et nécessitent lucidité et vigilance. Enfin, mes chers amis, je n'aurais garde de terminer mon propos, et ce serait faire œuvre de révisionnisme que de le taire, en rappelant une autre date importante de notre histoire et de notre conscience. La cruelle magie des chiffres nous amène ce jour à nous souvenir également d'une colère, d'une juste colère, d'un temps où la France s'est dressée contre la France, détestable époque où l'on demandait au peuple de Paris de capituler, de rendre ses canons et de se soumettre au diktat d'un occupant. C'était aussi mois de mai, c'était le temps des cerises, que la promesse d'un monde meilleur succombait sous les balles, au pied d'un mur au fond d'un cimetière parisien. Nous aurons aussi aujourd'hui, mes chers amis, 150 ans après les événements,
Un souvenir pour les milliers de victimes de la répression de la Commune de Paris, coupables d'avoir aimé la justice de leur pays par-delà le renoncement et la soumission à l'ennemi. Je vous remercie. Dépôt des gerbes. Gerbes des associations d'anciens combattants d'Évry-Courcouronnes. Gerbe de Francis Choix, député de l'Essonne, représenté par Monsieur Mehdi Zegouf. Gerbe de Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes et son conseil municipal, accompagné de Monsieur Henri Catalifo. Sonnerie aux morts. Minute de silence. La Marseillaise.
fin de la cérémonie, les autorités vont saluer les porte-drapeaux.